Voilà, chers collègues, il est 14 heures pile. Je vous propose que nous démarrions sans attendre ce que chez moi on appelle le quart d'heure douaisien, qui doit exister, je pense, dans pas mal de coins de France. Mais nous avons le ministre de la Santé qui nous fait l'honneur de rejoindre cette table ronde d'ici quelques minutes. Et je crois que Mme Berger sera présente à la table ronde d'après à 15h30. Donc nous devons tenir impérativement les délais qui nous sont impartis. Je démarre donc en attendant que ma coprésidente Claire Peigné, maire de Morancé dans le Rhône, nous rejoigne avec le ministre. Je suis moi-même Frédéric Chéreau, maire de Douai dans le Nord. Je vais prendre quelques instants pour expliquer un peu comment se passe cette table ronde et présenter les intervenants. Mais il y a d'ores et déjà une personne que je voudrais présenter, à qui j'ai promis de dire un mot de la cause qu'il défend. Je ne lui passerai pas la parole aujourd'hui, mais je le remercie très sincèrement de sa présence, Monsieur Scotty, représentant du collectif Greffe Plus. Voilà, vous allez le reconnaître parce que juste à côté de lui va se dresser un grand panneau que peut-être vous pouvez mettre à l'entrée de votre commune. Nous avons rencontré avec Claire, voilà, le collectif Greffe Plus qu'on peut applaudir. Une date, Monsieur Scotty, la journée nationale de communication sur le don d'organes, c'est le 21 juin. 22 juin, le 22 juin, lendemain de la fête de la musique. Et les communes qui le souhaitent peuvent, à la sortie, aller voir Monsieur Scotty, qui se fera un plaisir de vous répondre. Vous avez déjà un certain nombre d'éléments dans la petite plaquette qui est sur votre chaise. Voilà, cette communication est faite. J'ai le petit Nevers à la boutonnière. Monsieur Scotty est reconnaissable aussi à cet emblème. Merci beaucoup de votre présence, Monsieur Scotty. Nous avions déjà, l'année dernière, organisé une table ronde sur ce sujet de la santé. Je me souviens très bien des débats. Beaucoup de collègues avaient témoigné de la situation dans leur territoire. Et qu'on soit en territoire urbain, même en Île-de-France, ou un territoire rural, beaucoup de maires, beaucoup d'élus avaient témoigné de situations difficiles, voire très difficiles. Peut-être la première information que je peux vous partager, mais je pense que nous le savons tous, la situation n'a pas changé, ou alors elle s'est probablement aggravée. Et c'est ce que nous dira d'ailleurs dans un instant M. Chenu, président de la Mutualité française, qui va quelque part, en quelques mots, nous poser le sujet, nous donner quelques chiffres qui seront des bases de réflexion pour nourrir tous les débats qui vont suivre. J'en profite pour saluer très chaleureusement le ministre de la Santé qui nous fait le plaisir et l'honneur d'arriver et qui interviendra à la fin de cette table ronde. Monsieur le ministre, bienvenue. Merci beaucoup de votre présence. Je disais que cette table ronde va donc se commencer avec une prise de parole par le représentant de la Mutualité française. On a quelques chiffres, mais vous en donnerez d'autres. 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Une baisse de la présence du nombre de soignants, de l'offre soignante de 2% depuis 2019. Vous avez donné quelques chiffres tout à l'heure pendant la conférence de presse. Je ne vais pas les déflorer, mais vous les rappellerez dans un instant. La réponse à cela, et je sais que c'est là-dessus que travaille le ministère, elle est de plusieurs ordres. Bien sûr, il faut des mesures de court terme, ne serait-ce que pour récupérer du temps médical. Il y a peut-être des réflexions sur les moyens, très probablement. Mais nous pensons aussi à l'AMF que c'est l'occasion ou jamais d'une réflexion de fond sur l'organisation du système et les objectifs du système de santé. Et nous militons à l'AMF pour un système de santé davantage tourné vers la prévention, comment éviter en amont que les gens tombent malades plutôt que d'avoir à attendre qu'ils le soient pour les soigner. Cette évolution du système, d'ailleurs, va toucher les professions médicales. Et ce sera l'occasion, dans un temps de table ronde que va animer Claire dans un instant, de donner la parole aux représentants des infirmiers, aux représentants des pharmaciens, qui nous diront comment leurs professions sont impactées dès maintenant par cette réorganisation en cours, cette redistribution des cartes dans le cadre du système de santé. Mais, et c'est un chiffre auquel je tiens, que je rappelle régulièrement, la santé, notre santé, ne dépend qu'à environ 22% de la qualité du système de soins. Le reste, c'est évidemment en partie la génétique, mais c'est aussi beaucoup le contexte. L'accès à des lieux marchables, l'accès à des espaces verts, la qualité du logement, la qualité de l'alimentation. Et tout ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça forge la légitimité des maires à parler de santé, parce que tous ces sujets-là, au fond, c'est notre quotidien. Donc nous sommes légitimes à parler de santé. C'est un sujet dont nous sommes emparés depuis le Covid et sur lequel nous tenons à être présents, tout en rappelant, Monsieur le ministre, que la santé est une compétence d'État. Et que si, au fond, les maires sont des facilitateurs, des apporteurs de solutions sur le dernier kilomètre, peuvent contribuer à l'organisation locale du système de santé en faisant ce que nous savons, nous, très bien faire travailler tout le monde, rassembler les uns et les autres avec une vision systémique. Si nous savons faire ça,
ça reste une compétence que l'État doit solvabiliser par le biais de ces outils que sont les ARS, l'assurance maladie, de façon à ce qu'au fond d'une vallée pyrénéenne, comme dans la très grande banlieue parisienne, aussi bien qu'à Nice ou à Neuilly, on soit soigné de la même manière et on ait le même accès aux soins. Je laisserai dans une deuxième partie de table ronde la parole à 4 maires qui raconteront de quelle manière on peut trouver des solutions dans les territoires, de manière très variée, en innovant. Mais encore une fois, les maires n'innoveront jamais aussi bien que s'ils sont solidement adossés à un système financé par l'État qui fonctionne. Je m'arrête là pour ce mot d'introduction. J'avais promis de tenir 5 minutes et ces 5 minutes sont écoulées. Je vais laisser la parole à M. Chenu, président de la Mutualité française, qui était avec nous ce matin pour une conférence de presse. Je crois que vous avez quelques diapositives et je vous cède la parole pour nous poser le cadre et nous donner quelques chiffres structurants. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, Monsieur le Ministre, bonjour, cher Aurélien, Mesdames et Messieurs les maires. Quelques mots d'introduction, effectivement, pour resituer le baromètre santé sociale que l'AMF et la Mutualité française ont décidé de rendre public ce matin. Ça vient d'être rappelé, l'essentiel, en fait, des déterminants de santé dépendent de politiques publiques dont les compétences relèvent du champ municipal. Les transports, l'éducation, la culture, l'accès au sport, le logement, l'aménagement urbain. Tous ces éléments-là contribuent à la capacité à rester en bonne santé le plus longtemps possible. Et c'est d'autant plus essentiel que dans notre pays, l'espérance de vie sans incapacité reste moins bonne que dans la moyenne des pays de l'OCDE. Et donc on a des gains considérables à faire dans le virage préventif. C'est essentiel parce qu'aujourd'hui, l'accès effectif aux soins, ça a été rappelé, reste compliqué dans notre pays. 87% de la population France entière vit dans un désert médical. On a une densité médicale qui a un peu baissé, si on prend la médecine générale, la médecine d'entrée dans le système de santé. 147 pour 100 000 habitants, mais avec des disparités régionales, départementales excessivement importantes. 2% de médecins en moins sur ces dernières années, et malgré la remise en cause du numerus clausus, et avec une augmentation du nombre de médecins formés, il va falloir plusieurs années pour commencer à en avoir les fruits et à faire en sorte que cette densité médicale augmente. Mais plus largement, il faut regarder, au-delà du nombre de médecins, le temps médical disponible dont on dispose. L'autre élément qui est excessivement important, c'est que la permanence de soins, c'est-à-dire le fait de pouvoir accéder à des soins non prévus parce qu'il y a un problème qui se fait jour, le soir, le week-end, est moins bien appréhendé aujourd'hui par les professionnels de santé. Il y a une dizaine d'années, 73% s'inscrivaient spontanément, volontairement dans la PDS. Aujourd'hui, on est tombé à 38%. Donc, ce qui embarque des difficultés supplémentaires. Et donc, avec un accès aux soins par la médecine, puisque c'est l'entrée dans le système, et avec une permanence de soins qui est moins évidente, ça pose un certain nombre de difficultés à nos concitoyens. Et donc, ça fait partie des sujets pour lesquels nous poussons à ce qu'on accompagne le mouvement qui est d'ores et déjà engagé, donc beaucoup de CPTS notamment, dans beaucoup de maisons de santé, dans beaucoup de centres de santé, c'est-à-dire des exercices regroupés, c'est-à-dire où médecins, paramédicaux travaillent ensemble, où les équipes médicales, paramédicales travaillent avec les pharmaciens. Parce que c'est bien ce continuum de prise en charge qui sera en capacité demain, cette équipe de soins traitante, de répondre aux besoins de la population, d'accompagner le vieillissement de la population. On sait que le nombre de personnes de plus de 65 ans, 75 ans, 85 ans va augmenter de manière exponentielle dans les années qui viennent. Et donc, le besoin en santé va être beaucoup plus important. L'enjeu de la prévention de la perte d'autonomie va être d'autant plus important. Et donc, c'est vraiment ce sont ces éléments-là qui sont devant nous, sur lesquels des solutions existent. Il
faut pas être fataliste. On avait présenté il y a 3 ans, lors du premier baromètre, les structures médicales de proximité qu'on avait initiées à Laval, qui ont été dupliquées à Cholet, au Mans, qui ont été étendues à Laval, et qui commencent à essaimer sur d'autres territoires. Donc on voit que des possibilités existent. En utilisant les nouvelles technologies, le numérique notamment, avec toutes les possibilités que revêt la téléconsultation, la téléexpertise, à Manosque, la mutualité et la mairie de Manosque amènent du soin en santé visuelle pour faire de la prise en charge auprès des populations en ruralité, dans les zones de montagne. Et là aussi, on est apporteur de solutions. Donc, il y a possibilité, quand les acteurs, à l'échelle des territoires, se connaissent, se font confiance, assurance maladie, collectivité territoriale, mutualité, professionnels de santé, de faire émerger des solutions. Donc, c'est vraiment cet appel-là, cette tonalité de, finalement, de montrer que c'est possible de faire émerger des solutions sur lesquelles je souhaite vraiment insister. Au travers de ce baromètre, on aborde aussi d'autres questions, parce que, comme ça a été rappelé, la prévention, et notamment par rapport à l'environnement, à l'écologie, est absolument fondamentale. Et il faut qu'on réussisse cette transition écologique quand on voit les conséquences que l'environnement peut avoir sur notre santé, en termes de pathologies évitables, de mortalité, de morbidité évitable. On a un enjeu absolument considérable, que ce soit sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Il est absolument essentiel de s'engager sur ces éléments-là. C'est un enjeu systémique, parce qu'il y a l'organisation du système de santé, qui est essentiel, mais il y a le financement même de notre protection sociale qui est en jeu. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire qu'on est à la croisée des chemins, que ce soit pour l'assurance maladie comme pour les complémentaires santé, les mutuelles en particulier. Si on ne sait pas, dans les années qui viennent, par la prévention, par une gestion du risque proactive et partagée entre l'assurance maladie et les complémentaires, par une utilisation plus proactive des données, des datas pour éviter des soins redondants, on aura une problématique de soutenabilité de notre système, du financement de notre système de santé, et nous n'aurons pas d'autre choix que de remettre en cause un certain nombre de prises en charge qui seraient absolument délétères pour notre vivre ensemble. Et donc, c'est vraiment par la coalition des acteurs, État, collectivités territoriales, assurance maladie, complémentaire santé, professionnels de santé, associations de patients, que tous ensemble, on doit être capable de relever cet enjeu d'un accès aux soins effectifs pour toutes et tous, et pour une espérance de vie et un accompagnement tout au long de la vie par une prévention personnalisée à l'échelle des territoires. Merci Monsieur Chenu, merci Monsieur le Président. Je rappelle que les chiffres que vous avez vus là sont disponibles dans le 2e baromètre santé sociale réalisé en commun par l'AMF et la Mutualité française, qui élargit d'ailleurs le sujet aussi aux questions de grand âge, petite enfance. Des exemplaires sont à votre disposition à la sortie. Et je passe tout de suite la parole à Claire Peignet, ma coprésidente, pour la première partie de cette table ronde après l'introduction. Monsieur le ministre, bonjour. Mesdames et messieurs les élus, bonjour. Je vais appeler pour cette première séquence intitulée « Des attentes renouvelées à l'égard des professionnels de santé » Patrick Chamboredon et Philippe Besset. Alors, on va commencer. Alors, vous avez vu que le timing est un petit peu serré, mais on vous a prévenu, on a bien travaillé. Je vais commencer par vous, Monsieur Chamboredon. Vous êtes né à Marseille et vous avez fait vos études d'infirmier en hémodialyse. Alors, je vais surtout insister sur votre engagement au sein de toutes les institutions qui œuvrent dans le cadre du champ de la santé. Aujourd'hui, vous êtes président du Conseil national de l'Ordre des infirmiers depuis 2017 et président du comité de liaison des institutions ordinales depuis 2022. Voilà, vous avez d'autres titres, mais cela nous semblait important. Vous entretenez par le biais de l'ONI des liens étroits avec l'AMF. Vous étiez déjà là à notre congrès l'année dernière. Nous nous voyons souvent sur des séances de travail communes. Je vais vous poser 2 questions et vous aurez très peu de temps pour y répondre. Mais voilà, les 2 questions, c'est
Les délégations de tâches qui ont été confiées aux infirmiers, ainsi que l'accès direct aux infirmiers de pratique avancée, vont-ils permettre de développer l'offre de soins sur un territoire et de consolider par là même la permanence de soins? Et la deuxième question, c'est quelles seraient ou quelles sont vos préconisations au titre de l'ONI pour améliorer l'offre de soins? Voilà, je vous laisse la parole. Merci Claire, Monsieur le Ministre, bonjour. Monsieur le Président, encore une fois, merci d'inviter l'Ordre des infirmiers à s'exprimer. Et c'est difficile de passer après le président Chenu parce qu'il a décrit de façon exhaustive l'ensemble du paysage tel qu'on le connaît tous et qui est assez compliqué. Donc vous m'avez posé 2 questions. Alors on vous a préparé 2 slides parce qu'on pensait qu'un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours. Et donc là, on voit l'implantation actuelle des infirmiers de pratique avancée tels qu'on les a dans notre base de données qui avoisine les 1800. L'année dernière, il n'y en avait que 800. On n'avait pas présenté cette carte dans cet état-là. Elle est assez inédite. Il y a un gros point rouge qui correspond en fait au centre que Azalée maintient, où ils ont beaucoup d'infirmiers de pratique avancée qui sont salariés et donc qui ne sont pas dans le domaine libéral, c'est au-dessus de la Gironde, aux alentours de Bordeaux. Donc sinon, à part ça, on voit bien qu'il y a une égale répartition, mais 1800, comme je vous l'ai dit, c'est un nombre qui est assez contraint. Et le deuxième chiffre qui va faire mal, c'est qu'il n'en reste que 40 qui sont en libéral actuellement, eu égard aux difficultés du texte qui contraignent trop les infirmiers de pratique avancée, qui sont obligés d'être prescrits par un médecin et dont les patients sont adressés. Et donc là, on est vraiment dans une difficulté majeure, je dirais, pour qu'il y ait un accès direct aux infirmiers de pratique avancée. C'est ce qui a été prévu dans la loi de Madame Rist, où on attend que les expérimentations arrivent sur l'accès direct. Il y a le cabinet du ministre qui est là et les listes de pathologies prises en charge et de médicaments et de thérapeutiques qui pourront être délivrés directement par ces infirmiers de pratique avancée. On a une autre slide qui représente, pour le coup, je pense que l'année prochaine, on travaillera avec la mutualité, qui représente en fait la totalité des infirmiers sur le territoire. Et on voit qu'il n'y a pas de désert infirmier et que où on est peut-être en défaut sur le nombre d'infirmiers de pratique avancée, on peut largement faire confiance aux infirmiers de soins généraux, pour le coup, pour lequel il y a 150 000 infirmiers libéraux qui sont mobiles sur l'ensemble des territoires en France, que vous connaissez tous dans vos municipalités et qui assurent un soin souvent, alors pas de premier recours, on l'avait eu avec le Clio, mais ça n'a jamais été mis en musique, j'en ai parlé au ministre Rousseau, donc on attend avec impatience que cette disposition puisse être ouverte, mais on voit bien que, pour répondre à votre question sur la prévention, les infirmiers maintenant font de plus en plus de choses. Vous voyez, on se partage avec Philippe et il n'y a pas de discordance avec nous sur la vaccination. Pour le coup, on est d'accord que le domicile, ça reste aux infirmiers et les pharmaciens dans leurs officines. Les visites de prévention, c'est tout nouveau, ça va sortir et ça va être déployé sur l'ensemble du territoire. Et ça, pour le coup, on partage également avec les pharmaciens, c'est quelque chose d'essentiel. Les plaies cicatrisations, 1 million de plaies cicatrisations prises en charge chaque année pour l'ensemble des patients qui sont plutôt âgés, plutôt à domicile. Et ça va permettre de ne pas les déplacer. Tout à l'heure, M. Chenu a fait appel à l'empreinte carbone. Pour le coup, de soigner les patients à domicile, c'est vraiment quelque chose d'essentiel qui pourra être fait en toute autonomie et indépendance par les infirmiers. Et puis, une expérimentation qu'on attend qui va être déployée, les certificats de décès. Beaucoup de maires sont très embêtés avec cette situation-là où ils sont obligés de dépêcher un agent municipal pour maintenir le domicile clos, pour pas qu'il y ait de problématiques. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va faire actuellement. Je suis à mon temps défini et je dirai après ce que je préconise. Je donne la parole à Philippe. Ils sont très bien rodés tous les deux. Je vais présenter Philippe Besset. On aura l'occasion d'élargir les questions à la fin de cette séquence. Alors, Philippe Besset, je vais vous présenter. Vous êtes originaire de Limoux, dans l'Aude. Vous êtes docteur en pharmacie et vous êtes président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France depuis 2019 et président des libéraux de santé depuis septembre 2023. Donc, effectivement, un professionnel de santé engagé pour sa profession depuis de très nombreuses années. Alors, vous savez combien le rôle des pharmaciens d'officine est important pour l'AMF et ses élus. La crise sanitaire, on ne revient pas dessus. Vraiment, on a été main dans la main sur cette prise en charge auprès de nos populations. Aujourd'hui, dans le cadre de ce forum, nous avons trois questions.
Comment conserver un maillage de proximité des officines à l'heure où certains maires s'inquiètent de la fermeture des officines? Première question. Deuxième question, quelles sont ces fameuses nouvelles missions confiées aux pharmaciens en lien avec ce que vient de nous dire l'Ordre des infirmiers? Et puis, la question un petit peu qui s'adresse certainement aux ministres, mais aussi aux élus, quelles sont les préconisations de la fédération pour améliorer l'offre de soins? Merci beaucoup. Bonjour, madame et messieurs les maires, monsieur le ministre. Pour la première question, elle est vraiment clé dans la relation que les pharmaciens entretiennent avec les communes, avec les maires. La pharmacie est une profession très régulée. Elle était régulée avant 2007 par une loi qui réglemente l'installation et avec des dérogations qui étaient faites, qui étaient possibles par les préfectures et les DAS. Et une réforme en 2007 a durci les conditions d'installation et supprimé l'ensemble des dérogations, ce qui fait qu'en fait, depuis 2007, il n'y a plus que des fermetures de pharmacies, il n'y a plus d'ouverture de pharmacies. Pour vous dresser le paysage, 8500 communes équipées de pharmacies en France. Donc un quart des communes françaises sont équipées d'une pharmacie, parmi elles Paris, qui en a 800, avec dans ces communes-là de la concurrence, un exercice qui est un peu particulier par rapport à ce que je vis moi en territoire plus rural. Les 5000 communes n'ont qu'une pharmacie. 5000 sur 8500. Et parmi celles-là, 4000 sont des communes de moins de 2500 habitants. C'est-à-dire des communes qui, si la pharmacie ferme, elle ne rouvrira plus, elle n'aura plus la possibilité de rouvrir. C'est un peu la difficulté que rencontrent de nombreux maires de communes de moins de 2005 aujourd'hui, qui en appellent à un retour des dérogations. Alors on en discute avec monsieur le ministre pour voir comment on peut imaginer ça en effet. Il n'est pas question, en fait, il y a toujours une logique entre le modèle économique de l'officine, qui est une entreprise libérale, et là aussi que vous ayez des chiffres, hein, il reste 20 500 officines en France, on en a perdu 4 000, il y a 25 officines qui ferment par mois actuellement, hein, donc il y a 20 500 officines en France, et dans ces 20 500 pharmacies travaillent 120 000 professionnels de santé, pharmaciens ou préparateurs en pharmacie, qui sont fermés dans les territoires en CFA, à côté de chez vous. Donc voilà, donc, une petite idée du réseau qui est très réglementé, et là, pour le coup, qui mérite un petit peu d'assouplissement, mais il faut le faire avec tact et mesure. Les nouvelles missions. Les nouvelles missions, elles sont de deux types. Le premier, c'est la prévention. En fait, les pharmaciens se sont engagés avec le Covid et un petit peu avant le Covid, heureusement, puisqu'on était prêts justement pour agir pendant la pandémie, sur les missions de prévention. La vaccination, c'est maintenant une de nos missions cœur de métier et qu'on partage effectivement avec les infirmiers. Je confirme, les pharmaciens, c'est dans leur officine qu'ils doivent, qui sont le plus efficaces, et l'infirmier est le professionnel de santé du domicile. C'est très clair pour nous. La prévention, avec les entretiens de prévention qui vont arriver, aux âges clés de la vie, avec quelque chose qui va se mettre en place autour de, effectivement, il vaut mieux ne pas tomber malade. C'est ce que vous disiez, monsieur le maire, tout à l'heure. Et le deuxième point qui est en train de se construire, que la loi de finances et sécurité sociale met en œuvre cette année, c'est améliorer l'accès aux médicaments. Alors ça, c'est le cœur de métier du pharmacien. Moi, mon rôle dans la vie, je suis le gardien des poisons. Je dois dire, je vous donne le médicament ou je ne vous donne pas le médicament. Voilà. Et donc, c'est clairement ça. Et donc, il y a deux nouveautés qui vont arriver dans ce cadre-là. La première, c'est que le pharmacien va pouvoir renouveler 3 mois les ordonnances expirées des médecins, ce qui est très intéressant dans le cadre de parcours où on doit économiser du temps médical pour les patients chroniques. Et de l'autre côté de la chaîne, on va avoir des médicaments, notamment des antibiotiques, qu'on va pouvoir délivrer sans prescription médicale. Donc c'est bien une délivrance sans prescription médicale pour des cas d'infection, donc soit cystite, soit angine, avec un arbre décisionnel qui est validé par la Haute Autorité de Santé, et des TROD, des tests rapides d'orientation diagnostique, qui vont permettre de confirmer le traitement, de confirmer le diagnostic et donc de donner un traitement. Voilà, donc ça, c'est l'ensemble de nos missions. Et puis pour répondre à la dernière question en une seconde,
En une minute, voilà, c'est large, je suis large. Pour moi, il y a trois trucs vraiment très importants. Attention à la formation initiale et à la formation continue. La formation initiale et la formation continue, c'est clé pour avoir des jeunes et les jeunes dans les territoires. Donc là, on était, comme peut-être certains l'ont vu, dans la rue hier pour soutenir une évolution de notre formation initiale, pour permettre d'avoir des jeunes justement dans les territoires ruraux, pour pouvoir pour pouvoir renforcer l'attractivité de ce métier. Le deuxième, c'est probablement le numérique et l'utilisation du numérique en santé, avec Mon Espace Santé et le corollaire qui sont les logiciels Ségur. Donc, Monsieur Chenu l'a dit en propos introductif. Et ça, moi, je pense que ce serait intéressant que dans qu'au lycée, on apprenne aux jeunes à se servir de Mon Espace Santé. Donc, parce qu'il formerait tout le monde, il formerait même les parents. Je suis sûr que vous n'avez pas l'appli, donc j'espère qu'en sortant de la salle, vous allez tous télécharger l'appli. Et le dernier point, c'est l'Interpro. Et donc ça, l'Interpro, c'est effectivement clé. L'informatique va nous aider là-dessus. On est porteur d'un projet d'équipe de soins coordonnée avec le patient. Ces équipes de soins coordonnées avec le patient, elles se font grâce au numérique et par un travail en commun entre nous. Voilà, 5 minutes. Merci. Il restait une minute. Donc, pour que le ministre réponde, parce que sinon, c'est pas rigolo qu'il soit venu comme ça, il y a une question. L'Interpro, je suis d'accord avec Philippe, pour le coup, il faut qu'on soit mieux coordonnés ensemble et donc on travaille mieux ensemble. Et la question de l'éducation commune en formation initiale, c'est essentiel. Et que les métiers se juxtaposent mieux. Donc, la profession d'infirmier, j'en ai beaucoup parlé, beaucoup de conseillers là avec le ministre, c'est vraiment de faire évoluer la profession d'infirmier pour libérer finalement, de ne pas être forcément en recours à un médecin et d'avoir un accès direct, je dis pour les IPA, mais également pour les infirmiers référents. Il y a un sujet autour de ça, de remplir les trolls, les pharmaciens peuvent le faire, les infirmiers pourraient très bien le faire, parce qu'on voit que la consommation d'antibiotiques explose actuellement en France, et peut-être que d'avoir le diagnostic au plus près des patients, au domicile, c'est quelque chose qui pourrait se faire également. Un petit peu de prescription, peut-être pas 3 mois comme les pharmaciens, parce que nous on ne garde pas que les drogues, on garde aussi les patients, ce serait pas mal. Et puis renouveler les prescriptions, renouveler les laboratoires des prescriptions d'analyse et de laboratoire, et puis adapter les posologies en proximité. Voilà, monsieur le ministre, ma liste de courses, c'est bientôt Noël. Merci à tous deux. Je redonne la parole à Frédéric Chéreau pour la suite du forum. Merci beaucoup Claire. Merci messieurs. Nous avons eu le plaisir d'entendre nos partenaires au quotidien, les pharmaciens, les infirmiers. Nous allons laisser maintenant la place aux maires avec 4 situations très différentes et qui vont montrer la diversité des contextes de territoire et des réponses que nous pouvons y apporter, même si le point commun, c'est qu'au fond, nous sommes très attachés à l'AMF, et je crois tous dans nos territoires, à la coordination des acteurs de santé, une coordination qui est d'abord portée par les professionnels eux-mêmes, mais à laquelle les maires que nous sommes peuvent apporter cette huile dans les rouages, cette capacité à rassembler qui nous caractérise. Alors, le premier intervenant que je vais appeler, Christian Raffa, va peut-être poser les problématiques d'un territoire qui connaît de manière aiguë des difficultés que dans d'autres territoires nous connaissons tous à des niveaux divers. Mais en Martinique, dans l'ensemble du département, la situation sanitaire est assez complexe, la désertification médicale, hélas, très avancée. Et au sein de la Martinique, je crois qu'à Saint-Pierre, c'est peut-être un cas encore plus particulier dans le cas particulier. J'ajoute que Christian Raffa, je crois, tu as dirigé pendant longtemps un laboratoire d'analyse médicale, ce qui fait de toi, parmi les 6 maires qui vont prendre la parole, le seul avec Claire, avoir été professionnel de santé. Je te cède la parole, Christian. Merci de ta présence. Merci collègues. Merci à toutes et tous, monsieur le ministre, chers collègues, mesdames et messieurs. Donc j'essaie d'être très bref. Mais effectivement, donc, la Martinique est un territoire vieillissant, en accéléré d'ailleurs. Nous avons perdu 40 000 habitants en 10 ans. En gros, entre 3 et 5 000 habitants par an quittent le territoire pour des raisons diverses. En particulier le manque de dynamique économique. Bon, voilà, ça c'est un problème purement politique, mais la conséquence c'est celle-là. Un territoire qui vieillit et qui en même temps souffre d'une sous-dotation en termes de soins, enfin de professionnels de santé. Donc le gros combat, c'est de reconstruire l'offre de soins et qui passe par booster l'attractivité médicale du territoire pour les professionnels. C'est vrai que la crise sanitaire du Covid a été un moment extraordinairement difficile à passer. Les professionnels ont été
soumis à de rudes épreuves. Ils ont été sur le front, vilipendés pour l'histoire de la vaccination, etc. etc. Donc, beaucoup sont partis, parce qu'il y en a un gros effectif qui est d'abord, qui vient de l'extérieur, de l'Hexagone en particulier, ce qui fait qu'actuellement, nous souffrons d'une comparaison qualitative et quantitative avec les autres territoires de l'Hexagone très, disons, déficitaire. Actuellement, en France, c'est 173,7 médecins libéraux. Ce sont des statistiques qui datent de 2021, d'après l'ARS Martinique. En Martinique, au lieu de 173, nous sommes à 146,6. Bon, ça peut sembler pas très éloigné, mais ça impacte quand même quand on sait aussi que 30% de cette population médicale a plus de 65 ans. Donc l'avenir ne s'annonce pas très, très, très rose pour nous. Quant aux spécialistes, nous avons un taux de spécialistes en France de 85,4 pour 100 000 habitants, hein, toujours, et en Martinique, 54,7% pour 100 000 habitants. Donc, population vieillissante, les jeunes qui partent. Il nous faut d'abord faire en sorte que ces jeunes qui se lancent dans les métiers de la santé puissent revenir au pays, parce qu'ils sont obligés d'aller faire leurs études dans l'Hexagone et ils y construisent quelquefois leur vie personnelle et ils restent. Donc déjà, les inciter à revenir, les aider à l'installation, les accompagner dans leurs projets, c'est déjà le premier rôle du politique que nous avons à jouer. La région Nord-Caraïbe, parce que ce n'est pas à Saint-Pierre. Saint-Pierre est une centralité du Nord-Caraïbe de la Martinique. Le Nord est particulièrement touché de façon économique, mais aussi sur le plan de la démographie médicale. Alors là, au lieu d'être à 146,6 médecins pour 100 000 habitants, nous sommes tout simplement à 50. 50 pour 100 000 habitants. C'est-à-dire, en gros, la région de Saint-Pierre, c'est entre 16 et 17 000 personnes. Nous avons 8 médecins. Et 8 médecins libéraux, pas de spécialistes. Quelques paramédicaux dont j'ai fait partie, puisque nous sommes... c'est là où j'ai implanté mon laboratoire, justement parce qu'il n'y avait rien. Et donc, pendant 30 ans, j'ai pu soigner les gens de leur diabète et des maladies cardiovasculaires. Ce sont les pathologies les plus prégnantes du territoire. Donc, là, dernièrement... L'absence de spécialistes, mais aussi d'urgence, d'accès à l'urgence. Donc, à partir de 16h l'après-midi et toute la nuit, aucune possibilité de trouver la possibilité d'avoir accès pour une urgence médicale quelconque. Quant au week-end, c'est pareil. Samedi midi, c'est fini, jusqu'au lundi matin. Donc, nous sommes en train de réfléchir avec l'ARS d'un côté, mais avec les professionnels, mes anciens collègues, pour essayer de trouver des palliatifs à cela. Je suis d'abord là pour écouter, comme je l'ai dit. Nous avons deux choses que nous testons actuellement. C'est la possibilité de prendre des rendez-vous pour des spécialistes qui sont sur la centralité martiniquaise, Fort-de-France et autres, qui pourraient venir faire des vacations une fois ou deux par semaine. Le carnet de rendez-vous pourrait être rempli par les médecins libéraux qui sont prêts à le faire. Donc il s'agit d'articuler ça. La possibilité d'équiper des petits, des cabinets par le biais de l'action publique, hein, pourrait équiper des cabinets et eux, ils viendraient faire des vacations. Et puis, il y a une tentative de l'ARS, le CAPS, le centre d'accueil de permanence de soins qui a été mis en place dans certaines régions de France, qui a été refusé en Martinique par les médecins du centre, qui ont considéré que c'était une concurrence pour les médecins qui en avaient le plus besoin. Donc je pense que là, l'action ministérielle, l'action du gouvernement pourrait aider à faire comprendre que c'est vraiment une solution pour ces personnes qui ont besoin d'accéder à l'urgence au quotidien. Merci beaucoup. Merci. Merci Christian. Et je crois que le micro fonctionne, j'espère. Je rappelle que nous avons tous des questions à l'adresse de Monsieur le Ministre, à l'adresse des intervenants. Il y aura un temps d'échange à la fin. Néanmoins, je vais appeler tour à tour 3 autres maires à mes côtés. Nous avons, au fond, quand on commence à se pencher sur les questions de santé, beaucoup de sigles qui viennent en tête. Maison de santé, centre de santé, CLS, CPTS. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, nous allons commencer à rentrer dans le vif de ce sujet-là. Je vais appeler Olivier Dupuis, maire de Prigonrieux, Prigonrieux, dans la Dordogne, maire depuis 2020, vice-président de son agglo à la santé, avec beaucoup de sujets et une petite équipe. Et là-bas, à Prigonrieux, on travaille beaucoup avec la CPTS. Il y a un contrat local de santé. Peut-être un mot aussi sur ce territoire qui est à mi-chemin entre 2 CHRU et pas très loin finalement de territoires assez attractifs pour les médecins.
Olivier, je te cède la parole. Monsieur le ministre, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc effectivement, je suis maire d'une commune dans le sud-ouest d'Ordogne, la commune de Prégorieux, 4300 habitants, et aussi vice-président en charge de l'accès aux soins sur la communauté d'agglomération bergeracoise, communauté de 38 communes et 62 500 habitants à peu près. Donc c'est une mission que j'ai découverte au début du mandat, donc avec grand plaisir, mais aussi avec l'arrivée, comme pour nous tous, de la pandémie et cette situation que nous ne connaissions pas, cette situation complètement inédite à laquelle il a fallu que nous fassions face pour renseigner et pour pouvoir vacciner nos concitoyens. Et c'est à partir de là où j'ai pu commencer à travailler avec les professionnels de santé vraiment dans un sujet bien précis qui a été la vaccination et notamment avec la CPTS pour coordonner les travaux de vaccination et surtout aménager le aller vert. Donc la CPTS a organisé et a mobilisé les professionnels de santé et les collectivités locales, elles, ont pu faire toute la partie logistique et transport de manière à pouvoir rendre ce service. Donc, la CPTS, pour peut-être certaines personnes, c'est la communauté professionnelle territoriale de santé, qui est une association qui regroupe les professionnels qui ont un ordre. Sur le Bergeracois, c'est la première ou la deuxième de la Nouvelle-Aquitaine, suivant les chiffres, qui a été constituée, créée en 2017 et qui regroupe aujourd'hui 140 professionnels. Donc c'est quand même une force que nous avons, nous élus, pour pouvoir construire la santé. Dans les actions que nous menons avec la CPTS du Bergeracois, donc il y a à la fois, ça a été évoqué à plusieurs reprises, le numérique dans la santé, l'installation d'un poste de télémédecine que nous avons porté avec la société Numérisat, à l'occurrence, qui est présente sur le salon dans l'espace numérique, qui est une télémédecine assistée d'une infirmière ou d'un infirmier, donc installée dans un cabinet infirmier, et qui permet aux patients qui viennent consulter d'être rassurés face aux instruments et de pouvoir tout de suite avoir de la consultation plus aisée. Donc c'est une installation qui est pérenne, mais qui est en phase expérimentale et qui monte en puissance aujourd'hui. Donc dans une commune volontairement rurale et très mal desservie de numérique. Et là, la CPTS nous a lourdement aidé et grandement aidé pour pouvoir aller chercher tous les aspects réglementaires auprès des ordres des médecins et auprès des ordres des infirmiers, de manière à être certain que ce système mis en place puisse être viable. Autre action que nous travaillons au quotidien, que nous travaillons avec la CPTS, c'est l'accueil des jeunes médecins ou des jeunes professionnels de santé sur notre territoire. Souvent, très fréquemment, nous avons la demande de trouver l'emploi du conjoint. Comment faire ? Donc là, on s'appuie aussi sur la connaissance du territoire avec la CPTS, avec les services économie des agglomérations. Nous mettons aussi dans la boucle les clubs entreprises de manière à pouvoir aller chercher cet emploi. Action qu'a menée la CPTS et qui a été très importante, c'est un village prévention, le premier qui a été créé en France sur la Dordogne, complètement mené sur un week-end par la CPTS, qui était réservé le vendredi aux jeunes, aux écoles, donc qui ont pu venir, et après le samedi aux parents avec les enfants. Un village prévention avec 52 stands, avec de la prévention dans tous les domaines, que ça puisse être de la nutrition, le sport, les addictions, écran et tout ce que l'on peut trouver. C'est extrêmement important puisque nous le savons tous, mais la prévention, c'est le premier maillon de la chaîne de soins. Et plus ce maillon est important, moins la chaîne est longue. Donc c'est vraiment là un appui fort que nous avons pu avoir de la CPTS pour pouvoir faire avancer notre territoire là-dessus. Il me reste du temps ? 1 minute. Bon, ok. Et nous travaillons aussi avec des professionnels de santé pour développer le sport santé. Donc, nous sommes engagés dans les villes sport santé du territoire. Nous travaillons avec le Dr Feltz dans ce programme-là pour pouvoir accueillir au cœur des maisons de santé pluriprofessionnelles un cabinet sport santé et permettre aux professionnels de santé de pouvoir prescrire des séances de sport de manière à soigner par ça et éviter le médicamenteux et éviter les difficultés qu'il pourrait y avoir. Voilà pour quelques actions que nous travaillons et je tiens quand même à préciser que l'élu que je suis et l'agent de la communauté d'agglomération ont été intégrés dans la commission projet de la CPTS, ce qui fait que nous partageons ensemble l'évolution et les projets que nous pouvons faire sur le territoire. Je vous remercie et je remercie l'AMF de m'avoir permis de témoigner. Merci Olivier. Merci à toi. Je suis heureux d'avoir entendu parler de prévention, de sport santé, des sujets qui reviendront, je pense, dans le débat. Merci Olivier, merci à Christian, mais je m'aperçois avec effroi qu'à ce stade, ce sont 4 hommes qui ont pris la parole. Rassurez-vous, nous allons travailler la parité et je vais désormais passer la parole à 2 élus. Certains diront que je garde le meilleur pour la fin.
Je vais proposer à Nadine Grelet-Certenay, maire de La Flèche, de se rapprocher. Alors à La Flèche, on a une maison de santé qui est même une maison de santé multisite et qui travaille notamment en lien avec les pharmaciens. Et puis je crois qu'il y a aussi un projet à l'échelle de la région, justement sur la capacité à faire travailler les équipes de soins ensemble, qui est assez exemplaire. Je te cède la parole, Nadine. Merci. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, chers élus, un long combat devant nous et depuis de longue date, bien sûr. Et donc, même si c'est l'affaire de l'État, qui reste l'affaire de l'État, les élus, on le démontre aujourd'hui, sont tous à l'œuvre pour pouvoir continuer à travailler avec notamment les professionnels de santé qui sont sur place. En tout cas, en ce qui concerne mon département, la Sarthe, nous sommes un département sinistré. Ma ville, une petite ville, La Flèche, donc de 15 000 habitants, sur une communauté de communes d'à peu près 28 000 habitants. Au carrefour de grands axes que sont Le Mans, Angers, Tours, Laval, à peu près à moitié donc sur un grand axe. Et donc nous travaillons, alors conjointement aussi, il faut le dire, parce que je pense que là, en ce qui nous concerne, et c'est le témoignage que je voulais apporter, la situation géographique est importante pour être une zone suffisamment dynamique aussi et être attractif sur d'autres secteurs. Nous travaillons avec un autre pays dans le cadre de Cœur de Ville d'ailleurs, qui nous a aussi pas mal regonflé. En tout cas, sur notre Sud-Sarthe et sur la ville, donc, nous avons une MSP, la maison pluriprofessionnelle de santé, je vais y arriver. Et donc, c'est une structure donc, qui héberge aujourd'hui à peu près une quarantaine de professionnels de santé, toute profession un peu confondue, puisqu'on a bien évidemment des médecins généralistes, des infirmières, des sages-femmes, des gynécos, des ophtalmos, des kinés, une diététicienne, des orthoptistes, orthophonistes, psychologues, psychomotriciennes, etc. C'est une structure qui a demandé un travail de très longue haleine. C'est effectivement là où c'est important de le savoir. Ça ne s'invente pas, ça ne se décrète pas, bien sûr, on l'a dit. Il a fallu à peu près une dizaine d'années de travail, de concert avec l'ARS, les professionnels de santé eux-mêmes, qui sont bien sûr porteurs de ce type de structure, et les élus que nous étions, pour pouvoir aboutir à cette création. Donc, une création là, aujourd'hui, qui se trouve être très importante, qui petit à petit s'est complétée et qui se trouve aujourd'hui d'ailleurs complète. Et on est en train déjà de commencer à travailler sur une deuxième maison de santé, une maison de santé bis. Alors ça sera un cinquième site, puisque tu le disais, on a une maison de santé, un site principal dans la ville de La Flèche, et nous avons 3 annexes que nous avons choisi d'implanter sur des communes rurales où il y avait déjà un pharmacien sur le site, pour faire vivre les pharmacies, bien évidemment. Et donc, ça a été le choix de pouvoir garder les professionnels de santé et de les faire coopérer entre eux là où ils étaient. Que nous avons donc aujourd'hui, nous travaillons sur un deuxième site. Nous avons un CLS en cours, donc ce qui effectivement là aussi coordonne beaucoup les professionnels de santé. Le site sur lequel nous sommes implantés, c'était un hôpital auparavant. Je le disais, un hôpital un peu désuet, un peu vétuste. Et donc, on a fait le choix avec la communauté de communes d'à côté de vider nos locaux et de créer un hôpital de campagne, finalement, puisque c'est entre les deux communautés de communes. Et donc, on s'est retrouvé avec un site inoccupé. Très affectivé bien sûr par les habitants, et je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a été vraiment une des clés de la réussite, je crois aussi, parce qu'on avait des bâtiments, on avait un immense parking, et on avait des habitants très sensibles au fait qu'on puisse réinvestir des lieux, forcément, je le disais, très affectivés. Donc ça a été un enjeu important, et qui sans doute a fait la réussite d'aujourd'hui. Sur la deuxième, je passe à l'autre structure, parce que c'est quelque chose qui m'a un petit peu séduite lorsqu'elle m'a été présentée. Je fais partie d'une instance de coordination qui, là encore, a la mérite d'avoir des élus, des professionnels de santé sur place. C'est le CTS, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le comité territorial de santé, et c'est dans le cadre de cette instance-là qu'il nous a été présenté les ESP CLAP. Ce sont les équipes de soins primaires coordonnées localement autour du patient.
Donc c'est un dispositif qui émane des URPS, les unions régionales des professionnels de santé, et notamment en Pays de la Loire, une initiative qui a été prise. Il s'agit en fait de réunir, hors structure juridique ou même lieu principal, des professionnels de santé qui ont envie de travailler entre eux et qui se coordonnent. L'intérêt de ce dispositif, alors ça part de leur initiative bien sûr, c'est appuyé par la région. L'intérêt de ce dispositif, c'est qu'il formalise un exercice coordonné et qu'ils sont rémunérés sur ces temps de coordination, sur ces temps de travail autour du patient. Donc c'est quelque chose, la personne très convaincue, très convaincante d'ailleurs, qui nous l'a présenté, nous a dit que c'était un concentré d'efficacité. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant de pouvoir le présenter parce qu'il n'y a pas besoin d'être très nombreux au départ. Il s'agit d'avoir 2 professionnels de santé minimum avec au moins un médecin généraliste. Et ensuite, ce sont d'autres professionnels de santé qui viennent agréger ce noyau. Donc voilà, principalement, il y a de l'indemnisation, je vous le disais, par le fonds d'intervention régionale. C'est un financement individuel et forfaitaire en fonction des actions qui sont bien sûr privilégiées. Et voilà, je pense que ceux qui voudront se renseigner sur ce ESP Clap pourront venir voir Nadine à la sortie du débat. Merci parce que c'est une belle expérience lancée par les Pays de la Loire. C'est la région qui porte ça. D'accord. Alors ça, je peux simplement préciser que le ESP Clap est quelque chose qui n'est pas pérenne. C'est supposé aussi devenir une MSP après. Parfait. On parlait de MSP justement, qui est le modèle présenté à la flèche. Merci beaucoup Nadine. La MSP, ce sont des médecins libéraux. Et je crois qu'on peut applaudir Nadine. Exactement. La MSP, ce sont des médecins libéraux, mais il y a un autre modèle qui est celui de médecins salariés. Et ça s'appelle le centre de santé. Et je vais appeler la locale de l'étape, voilà, ou presque, enfin, vue du Nord, Charlotte Blandiot-Farid, maire de Mitry-Mory dans la Seine-et-Marne, pour nous parler de ce que c'est l'expérience d'un centre de santé et aussi parler de la particularité d'une commune qui est en frontière, en bordure de son département, avec justement quelquefois des difficultés de frontières qu'on peut connaître dans un territoire comme celui de Mitry-Mory. Territoire très urbain aussi. Je te cède la parole, Charlotte. Merci à toi. Merci, chers collègues, monsieur le ministre, mesdames et messieurs. Chers collègues, oui, vous parlez de ma commune, qui est une commune de 21 000 habitants au nord Seine-et-Marnais, sur la zone de l'aéroport Charles de Gaulle, et donc dans une intercommunalité de 350 000 habitants qui se partagent entre le Val d'Oise et la Seine-et-Marne. C'est pour ça que c'était important de parler aussi de possibilités que le législateur a ouvert de pouvoir travailler d'un territoire, en tout cas d'un département à l'autre, pour amener une première question. C'est la question des hôpitaux d'hôpitaux de secteur, puisque ma commune, Mitry-Mory, est rattachée par exemple à l'hôpital de Jossigny, qui est à plus de 40 minutes, alors qu'à 10 minutes de chez elle, il y a l'hôpital Robert Ballanger de Villepinte. J'avais déjà posé cette question lors du congrès de l'Association des petites villes de France à votre collègue Madame Firmin Lebaudot, de cette question de pouvoir regarder la cartographie différemment de celle qui est proposée aujourd'hui et qui met des frontières départementales qui sont difficiles à comprendre pour les résidents bien sûr, mais aussi pour tous les autres professionnels et par exemple ceux de la police ou des pompiers qui sont obligés de passer beaucoup de temps sur des routes qui sont très engorgées en Île-de-France. Et c'est un temps précieux puisque un certain nombre de collègues le rappelaient, le temps passé à prendre soin des patients est sûrement le plus précieux et le plus utile. Et c'est pour ça que, comme dans beaucoup de communes, en Seine-et-Marne, on a tristement un triste record. On est quand même la moitié de la région Île-de-France et pour autant on est classé 97e département dans la présence médicale. Voilà. Pourtant dans une région qui est quand même extrêmement attractive, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Comme beaucoup de maires, on a essayé de développer les maisons de santé, acheter des locaux, équiper des locaux, créer en tout cas une attractivité locale pour faire venir des médecins. Mais comme c'est extrêmement concurrentiel, vous comprenez bien qu'on ne peut pas rivaliser avec le littoral d'un certain nombre de régions ou les montagnes. Nous sommes en Seine-et-Marne et moi je trouve ça très agréable, mais néanmoins ça n'est quand même pas, c'est quand même moins vendeur. Donc je pose qu'il y a une question aussi à se poser et même si elle fait débat et c'est normal de débattre ensemble, c'est la question de la régulation, même simplifiée et en toute légèreté pour essayer de mailler le territoire d'une autre manière. Et cette question, elle mérite d'être posée puisqu'il y a d'autres professions qui le sont. Et puis, bien
ce qu'on a mis en place sur ma commune depuis septembre 2019. Donc c'est le centre municipal de santé, c'est donc le salariat des médecins qui est donc à la charge uniquement de ma commune. Comme je disais, 21 000 habitants, c'est une petite commune. Et aujourd'hui, on a 5 médecins généralistes, 2 sages-femmes, c'est extrêmement attractif. Mais se pose là maintenant la question des moyens, puisque c'est un modèle innovant qui fonctionne, dans lequel on arrive à attirer aujourd'hui des professionnels de santé, pas forcément que des jeunes. Moi, je pensais qu'on allait attirer beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes. Ben, finalement, je me rends compte qu'on attire beaucoup de personnels de l'hôpital qui sont fatigués aussi des conditions d'exercice dans le milieu hospitalier. C'est aussi une question sûrement à se poser. Mais c'est un modèle qui fonctionne. Moi, je voudrais pouvoir le développer. Mais on en parlait hier soir dans la cérémonie d'ouverture de ce congrès. La question des moyens des collectivités, de l'autonomie financière des collectivités, elle est cruciale, y compris pour développer, aux côtés de cette compétence régalienne de l'État, l'offre de soins de proximité. Et puis, dernière chose, puisque la parole m'est donnée, le maillage, la vision de l'aménagement du territoire, y compris sur le développement des CHU. Je disais, la moitié de l'Île-de-France et pas un seul centre universitaire dans notre département, et donc pas la possibilité des médecins se forment dans notre département et aient envie d'y rester. Je pense que c'est une vraie question. Le collègue de Martinique l'évoquait aussi. Et puis quelqu'un l'a dit, la question, et ça concerne plus les élus que nous sommes, l'établissement des certificats de décès. C'est vraiment une question qui nous soucie. Combien d'entre nous avons passé des heures, sinon des journées entières, à essayer de quémander la présence d'un médecin pour signer ce fameux bleu. Et c'est une question aussi de dignité pour les défunts et leurs familles. Il faut qu'on trouve une solution à ça. Voilà, merci de votre attention. Merci Charlotte, merci à nos 4 intervenants. Voilà, Claire va venir à mes côtés maintenant. Vous avez, Monsieur le Ministre, pu entendre ce que vous connaissiez évidemment déjà, tout l'esprit d'initiative, toute la créativité dont font preuve nos territoires, nos communes, pour assurer ce dernier kilomètre du système de soins au plus près des habitants. Mais nous avons besoin pour cela que l'État soit à nos côtés, de la même manière sur tous les territoires. Et je crois, Claire, que tu vas peut-être résumer les questions sur lesquelles l'AMF dialogue avec l'État avant de laisser la parole à Monsieur le Ministre. Voilà, je vais demander à Monsieur le Ministre de bien vouloir nous rejoindre, si vous le voulez, voilà, au centre de la lumière. Alors, on a entendu beaucoup de témoignages, Monsieur le Ministre, et des questions. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez pris bien bonne note de ces questions sur les IPA, sur l'installation des pharmaciens, le système dérogatoire. On a parlé de la formation pour la Martinique. Là, il y a des questions peut-être très pratico-pratiques. On a parlé aussi du CAPS. Donc, voilà, une affaire à suivre. Et puis, on a parlé du rôle fondamental des élus sur ce qu'ils ont été capables de faire avec l'ARS, avec leurs professionnels de santé sur leur territoire. Ils sont capables aussi de dire ça a marché, ça n'a pas marché. Ou si ça marche, Monsieur le Ministre, il faut nous aider, il faut nous donner aussi les moyens d'aller plus loin, peut-être une certaine prévision sur les financements à venir. Donc, pour résumer, Monsieur le Ministre, quelle est votre réaction sur les témoignages que vous avez eus sur cette première partie de forum, à la fois de nos élus et de nos professionnels de santé? Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors comme l'an prochain on mettra un truc qui tourne, comme ça fera un peu plus fête foraine. Non, je sais, est-ce qu'il y a des parlementaires dans la salle? Oui? J'en vois pas trop, donc je peux en dire du mal. Donc 2 secondes. Du coup, non, je veux pas faire de boutade à 2 €, mais la première chose qui me vient, c'est de dire que dans la situation où on est, collectivement, on est face à un système de santé qui est toujours sur la ligne de crête. Il y a des endroits, il est à terre, il y a des endroits, il arrive à se construire, à se reconstruire. Il y a d'une certaine manière 2 visions. Celle que moi j'ai beaucoup entendue et j'entends beaucoup, et c'est normal, je le disais en certaine manière comme forme de boutade, au début du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, les mots qui venaient le plus, c'était agonie du système de santé, détresse, mort clinique, etc. Et quand je suis ici,
j'entends pas que tout va bien. C'est pas ça que j'entends. C'est qu'en fait, la réalité de la vie des gens, c'est pas un décor. Et vous, vous êtes dedans, et donc vous devez inventer. Et on doit collectivement inventer. Et les différents exemples, pas pour dire que tous ont fonctionné du premier coup, pas pour dire que tout le temps l'État avec ses ARS ont toujours été au rendez-vous, etc. C'est pas pour repeindre tout en rose. Mais ce qui est sûr, c'est que ça bouge. Ça bouge beaucoup sur les territoires. Et quand j'étais, une de mes premières sorties, c'était en Dordogne, quand j'ai rencontré, y compris la CPTS du Bergeracois, ben on voit, et ça je tiens à le dire, on voit les gens qui ont une partie... La Dordogne, c'est un des départements les plus âgés de France, qui est le moins bien desservi. Et ben, ils ont quand même la niaque pour se battre et pour maintenir cette offre de soins. Et c'est qui une infirmière, qui un pharmacien qui préside la CPTS, et il n'y a pas un côté, on est chacun dans notre silo. Donc moi, le premier truc que je retiens, mais vous l'aviez mis, c'est qu'en fait, il n'y a pas de place pour la fatalité. On ne peut pas être fataliste. Et on doit bouger. Et donc, au premier chef, nous, l'État. Moi, là-dessus, j'ai aucun problème à le dire. On a une transformation culturelle à faire, mais que vous avez eu à faire aussi. C'est notamment, en fait, dès lors que des professionnels de santé ont un projet sur un territoire, eh ben, on doit se démerder pour les suivre. Et en fait, c'est ce que vous faites, vous, au quotidien. Plutôt que d'abord de construire les murs et puis après d'attendre on l'a tous vu, hein, tel un piège à renard que le médecin vienne, ben on essaie de susciter l'envie, l'attractivité, et puis après on accompagne. Et on accompagne le plus simplement possible. Que les gens n'aient pas à faire un dossier à l'ARS, un dossier au conseil départemental, un à la région, un à la commune, un à l'interco. C'est l'idée du guichet unique. Donc on doit bouger. Et moi, j'ai à faire bouger mes équipes aussi, je le dis très simplement, pour qu'on renverse ça. Nous, on est un ministère, il faut se dire les choses simplement, on est un ministère de la crise et on est un ministère comment dirais-je, de la suspicion. On soupçonne et qui a été marqué par des tas de crises. Donc on est hyper protecteur parce qu'on se dit, voilà, moi je dis que les vaccins sont sûrs, boum, je me prends 14 plaintes devant la Cour de justice de la République pour dire, ben non, voilà, j'ai été DG d'ARS, j'ai toujours 17 plaintes contre moi pour la gestion de la crise sanitaire. Donc, ce réflexe d'être dans les clous, il n'est pas qu'un réflexe parce qu'on serait d'horribles techno coincés. C'est aussi qu'il faut apprendre et c'est un changement culturel. Le deuxième point, et ça vraiment vous l'avez dit monsieur le maire et j'y tiens moi beaucoup, c'est d'ailleurs pour ça que ce ministère s'appelle ministère de la Santé et de la Prévention, c'est que la prévention, ça n'est pas un supplément d'âme. C'est pas juste manger, bouger ou faire du vélo. La prévention, c'est l'avenir de notre système de santé. Il ne tiendra que si on prend ce virage. Alors, tous les ministres de la Santé, les uns après les autres, se sont plantés pour arriver à formuler ça, parce que on dit ben, pour que l'hôpital ne soit pas en difficulté, il vaut mieux que les gens ne soient pas malades. Alors là, évidemment, tu passes des années où on te ressort cette phrase qui tue. Mais la réalité, aujourd'hui, c'est que, aussi, ça a été peu dit, vous l'avez dit, dans vos PLU, dans les PADD, dans les dispositions que vous prenez, vous avez des outils d'une meilleure santé, pour que la population soit en meilleure santé. Et ce truc-là, il est décisif. Je rappelle qu'on a 200 femmes par jour qui meurent de maladies cardiovasculaires qu'on aurait pu éviter. Voilà. Donc ça veut dire que la prévention, la détection, le repérage, ils sont essentiels. Je dis 200 femmes, pourquoi ? Parce que la maladie cardiovasculaire, dans toutes les têtes ici, elle est associée à l'homme. D'ailleurs, est-ce que vous sauriez décrire les symptômes d'un infarctus chez une femme ? Sans doute, en tout cas, ce n'est pas les mêmes que chez l'homme. Voilà. Et donc, on a un boulot énorme à faire. Et la prévention, c'est là où va se jouer l'intelligence artificielle, la médecine prédictive, tous ces sujets qui peuvent paraître un peu vertigineux, mais qui sont aujourd'hui centraux. Troisième sujet que je voulais dire,
troisième sujet que je voulais aborder, enfin, en réaction, comme ça, je trouve, enfin, il faut qu'on arrive collectivement à la fois à ne pas être, et moi au premier chef, dans le déni. C'est hyper dur. C'est hyper dur de tenir sur les territoires. J'ai mon maire là, mon maire de Saint-Hilaire-de-Ouatmas dans le Gard, je suis conseiller municipal délégué qui me surveille. Moi, pendant 2 ans, ma mère n'avait plus de médecin traitant. Il a fallu qu'il crée un centre de santé avec l'appui de la région Occitanie pour qu'elle ait à nouveau un médecin traitant. Et c'est là que j'en viens là. C'est que moi, je n'ai aucun problème de territoire. Plus exactement de territoire, de ligne de compétences. Les communes, elles ont toujours été compétentes sur les sujets de santé. Depuis les premières lois communales, une partie des sujets dont on parle, d'hygiène publique au sens large du terme, c'est une compétence communale depuis toujours. Même si après, c'est à l'État de solvabiliser avec l'assurance maladie. C'est pas pour renvoyer la balle sur le sujet. Mais moi, je pense que le temps, Éric Chenu l'a dit, il est aux coalitions. Voilà. Et ce qu'on a fait pendant le Covid, avec des hauts et des bas, mais ce qu'on a fait pendant le Covid, c'est des coalitions. Moi, il y avait des gens qui ne s'étaient jamais parlé, qui se sont parlé dans un centre de vaccination, au pied d'un centre de dépistage qu'on a implanté. Voilà. Et donc moi, je crois beaucoup à cette idée de coalition. Et là aussi, je crois que nous et vous, on est dans la même situation. L'autre jour, à Alès, on concluait les états généraux de la santé. Il y avait 500 personnes qui étaient là pour cette restitution-conclusion. Et ce qui était frappant, c'est que les professionnels de santé demandaient, après des années et des années de travail, que la mairie et l'agglo rentrent plus dans la gouvernance de la CPTS. Alors que beaucoup d'autres, dans d'autres endroits, une autre truc, disent non, c'est notre affaire. Là, vous avez dit tout à l'heure, ils vous associent de plus en plus dans les comités de pilotage ou tout ça. Donc là-dessus, moi je pense que c'est pour ça que votre titre est punchy. Mais je crois que en fait, la réponse, elle est dans la coalition. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai, parce qu'en plus, voilà, mais je voulais dire 2 trucs. Non, mais je voulais dire quelques points en plus. Il y a un point qui me semble très important, c'est que, y compris psychologiquement, pardon de dire ce terme, et encore une fois, sans à aucun moment le déni. Parce que vous évoquez, Madame la maire, la recherche d'un professionnel, d'un médecin pour signer le certificat de décès. J'ai vécu ça comme DGDRS la semaine dernière. C'est remonté jusqu'au ministre. Je cherchais un urgentiste pour l'hôpital de Carré. Je le fais moi-même. Ce que je veux dire, c'est que ce sujet-là, il n'y a pas de déni sur la réalité de ce que vivent les gens. Ce qu'on essaye de faire, et le président, j'avais oublié de citer, le président de la République depuis 6 ans maintenant, c'est de déverrouiller le plus possible. Et au fond, d'essayer de tout faire bouger. Et moi, s'il y a un sujet que je trouve essentiel et qu'on n'évoque plus, c'est de réassocier la santé et le progrès. D'abord, on va soigner mieux avec la prévention. Et puis, l'attractivité, la fidélisation, elle passe par le fait que, comme dans tout le reste du monde du travail, les professionnels de santé ne soient pas cantonnés dans une activité. Plus personne aujourd'hui ne veut faire 40 ans le même métier. C'est con, hein, enfin, c'est la réalité. C'est pour ça qu'on a des grandes difficultés à recruter des enseignants. C'est pour ça qu'on a des exemples. Moi, chaque fois que je vais dans un hosto, on me prend l'exemple de l'infirmière qui s'est barrée non pas pour aller dans le libéral, mais pour aller faire fleuriste ou pour vendre des pierres qui parlent avec le soleil et qui, du coup, soignent les problèmes capillaires. Mais ce sujet-là, il est majeur. Et c'est là que les paramédicaux, moi ce que je trouve, mais je le dis sincèrement, formidable, c'est que quand pris la décision de mettre dans le PLFSS la généralisation d'une expérimentation sur le fait que la cystite ou l'angine pouvait être dépistée par test rapide d'orientation diagnostique dans les pharmacies. On aurait fait ça il y a 1 an, on se serait fait démantibuler. Et cette année, il y a eu des petits grognements, mais c'est allé. Et quand on voit les pharmaciens qui font ça, ils ont la banane. Pas parce qu'ils se prennent pour des médecins,
mais parce qu'ils ont les compétences pour le faire. Et ça s'appelle le progrès, ça s'appelle l'attractivité. Et c'est pour ça, Patrick, il faut qu'on invente, avec chacune des fonctions, une extension pour que chacun aille au bout des compétences qu'il peut prendre. Et moi, là-dessus, je n'ai pas de tabou. J'ai eu une expression malheureuse, j'ai foiré, et je le dis ici devant tout le monde. J'ai dit l'accès direct est en partie un mirage. C'était une connerie, donc je me flagelle devant tout le monde. Ce que je voulais dire par là, c'est que l'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est de convaincre notamment les médecins, mais je crois qu'ils sont convaincus, que le partage des compétences, plus que le partage des tâches, le partage des compétences, il est de toute façon essentiel, non seulement pour faire face à la démographie, mais il est essentiel parce qu'on a des gens qui sinon ne viendront pas faire des études de pharmacie, ils ne deviendront pas infirmiers, ils ne deviendront pas kinés, ils ne deviendront a fortiori pas médecins. Donc du coup, le partage des compétences, c'est essentiel. Et l'accès direct, c'est une autre étape, une autre phase. Cette année, je m'y engage, les décrets doivent sortir, on est très en retard sur les décrets. Mais je pense que les professionnels, les médecins, ils progressent très vite. Je me tais après avoir dit que MSP, on est dans le champ où il y a le plus de sigles, je pense, de la Terre. Donc, les maisons de santé pluripro, les assistants médicaux, le service d'accès aux soins, quand même, disons-le un instant, à la fin de l'année, n'importe quel Français, normalement, il appellera le 15 et on a mis dans le PLFSS, il pourra avoir un accès soit aux soins urgents, soit à un médecin régulateur, soit une personne qui va faire de la régulation pour lui trouver un rendez-vous avec un autre professionnel de santé, que ce soit pour la médecine, pour le dentaire, pour le psy, pour la pédiatrie. C'est un truc qui n'existait pas et qui va être un progrès. Bref, moi je me dis que de toute façon, c'est pas... Il faut qu'on arrive à être à la fois totalement lucide, et vous avez cité, Madame la maire, des points de Mitri Mori, des points sur lesquels je pourrais revenir, sur l'attractivité, sur le rôle de l'universitarisation, qui est un point essentiel, sur les centres de santé, comment on aide les communes qui se sont lancées là-dedans. On a un sujet que vous devez tous vivre de santé mentale, de dégradation de la santé mentale, de problèmes de santé mentale dans l'espace public. Il faut qu'on avance là-dessus. On a un sujet dans les territoires ultramarins, à la fois l'hôpital de Fort-de-France, sa reconstruction, c'est 450 millions d'euros mis uniquement par l'État, aucune dette ou capital propre de l'hôpital. Eh ben ça ne suffit pas, c'est pas ça la réponse. Donc comment on fait? Et donc on y reviendra peut-être dans les questions sur la coercition, sur la régulation, pour que des gens reviennent, alors même qu'ils se sont peut-être installés en métropole, ils ont eu des enfants, ils ont eu une vie. Voilà. Donc on a des tas de sujets, mais je crois que l'esprit de coalition, l'inventivité, le droit de se planter aussi, pardon de le dire ainsi. Et moi je dis à mes DG d'ARS, vous pouvez soutenir des projets qui vont se planter. Enfin, on le verra après, c'est pas grave, on aura essayé. Il faut essayer. Si on avait la réponse, on serait très content, quoi. Mais on les a pas, donc on essaye. Et je ne méconnais pas la nécessité absolue qu'on a, nous, de changer aussi pour être derrière vous, à vos côtés, et puis y compris pour partager les bonnes pratiques là où on est. Et c'est vrai que c'est très dépendant des personnes, des gens, mais je crois que progressivement, cette culture est en train de s'installer. Voilà, pardon, j'ai été trop long, mais c'était mes réactions. Je crois que si la salle est pleine, c'est aussi parce que le ministre était présent. Merci beaucoup de ces propos, merci de votre présence. Et nous avons jusqu'à 15h25 avant que Claire conclue cette table ronde pour un round de questions. Alors on va prendre plusieurs questions d'un coup. En vous présentant, une question brève, peut-être en disant, si vous le souhaitez, à qui elle s'adresse. Je vais prendre une question ici, une là et une là pour un premier round. Voilà. Oui, bonjour. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre franc-parler. Je ne vous connaissais pas, mais enchantée. Donc, je me présente, Martine Papa-Expuège. Moi, je viens d'un pays... alors, je suis adjointe au maire. Je viens d'un pays encore plus sinistré que la Martinique. Je viens de Guyane. Guyane, un maximum d'accidents de la route,
une insécurité avec des morts et des blessés tous les jours, un orpaillage clandestin avec une intoxication au mercure. Enfin bon, c'est un département vraiment sinistré. Donc adjointe au maire de Kourou, la ville spatiale. Le spatial qui pour le moment ne va pas très bien et j'espère que ça va progresser. J'ai 40 ans, ça fait 40 ans que je suis en Guyane, donc je pense que j'ai une certaine expertise du pays. J'étais chef de service des urgences de l'hôpital, je suis médecin anesthésiste. J'étais chef de service de l'hôpital de Kourou pendant 40 ans. On a eu des difficultés pour recruter des médecins. Et puis, on a trouvé une solution. On a adapté le temps de travail. Et à une époque, on n'avait plus du tout de difficultés pour recruter des médecins urgentistes, ni d'autres médecins anesthésistes ou chirurgiens. Voilà, donc monsieur le ministre, j'aimerais bien vous rencontrer pour qu'on puisse parler un petit peu de ça. Et bon, voilà. Donc, je ne vais pas vous parler plus longtemps de la Guyane, mais alors 45 médecins pour 100 000 habitants. Nous, on est complètement en bas de l'échelle. Il y a 145, je crois, pour la Haute-Provence, et nous, on en a 145 pour 100 000 habitants. Voilà. Donc, gros problème que ce département français qu'est la Guyane. Voilà, j'avais dit 3 questions. J'avais une question ici, là encore en essayant de faire bref, et puis une 3e question avant que le ministre puisse répondre. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Myriam Mani. Alors, je suis choquée d'entendre ce que vous venez de dire, parce que je pensais que mon territoire était aussi parmi les plus sinistrés. Pourtant, je viens juste de Ferney-Voltaire, donc une commune qui est dans l'Ain et qui fait partie du pays de Gex. Mais effectivement, le pays de Gex, malheureusement, c'est le désert médical le plus peuplé. 130 000 habitants avec aucun hôpital. Alors, en tant qu'élue, et pourtant je ne suis pas du milieu médical comme vous, madame, j'ai malheureusement dû accompagner des accouchements dans des voitures. J'ai dû également, pendant le Covid, aller récupérer des gens parce qu'effectivement, notre système les accompagne. Et il faut savoir que l'hôpital le plus proche est à 1 heure, qu'il faut traverser donc tout Genève et que malheureusement, donc, les accords bilatéraux interdisent donc l'usage des gyrophares, etc. Donc, vous pouvez imaginer tout ce qui peut y arriver. Nous n'avons évidemment aucun accompagnement pour tout ce qui est, et vous l'avez souligné, monsieur le ministre, les maladies mentales et qui se font de plus en plus importantes, également chez des patients très jeunes, mais aussi sur des personnes beaucoup plus âgées, avec Alzheimer et tout ce qui accompagne. Et ça, je pense que les professionnels médicaux entendent ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on attend pour que nous, dans le pays de l'Ain, dans le pays de Gex, on ait droit enfin à un hôpital, d'autant plus que mon groupe a travaillé sur des solutions de financement qui sont européens. Donc, c'est un hôpital transfrontalier. Nous avons des modèles qui existent déjà, notamment dans le territoire donc, de la Catalane, avec la vallée de Cerdane, où il existe un hôpital transfrontalier depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, on arrête de nous dire, puisque l'ARS et d'autres encore professionnels nous ont souvent répondu « oui, mais non, c'est différent parce qu'il y a la Suisse, parce que les médecins s'enfuient en Suisse, parce que ceci, parce que cela », qu'on arrête de nous raconter des histoires. On a besoin d'un hôpital, monsieur le ministre. On en a besoin pour les urgences. On en a besoin pour la maternité. On en a besoin pour les maladies mentales. On en a besoin pour la jeunesse. On en a besoin pour nos aînés. Voilà, monsieur le ministre, donc j'aimerais bien également vous rencontrer. Merci. Merci de cette question. Et une 3e question avant de rendre la parole au ministre. Monsieur le ministre, Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude dans le Jura, le cœur du Haut-Jura. 2 points. D'abord, concernant les médecins généralistes, nous avons des maisons de santé un peu partout, mais on a de beaux contenants, mais il n'y a pas de contenu. La moitié sont vides ou à moitié vides. Alors, c'est bien de faire des beaux murs, mais ça ne suffit pas. Je sais que ce n'est pas facile. J'ai créé, pour colmater les brèches, j'ai créé un cabinet médical éphémère. J'ai fait appel à des médecins retraités qui ont même voulu revenir. Et 4 médecins retraités nous donnent l'équivalent d'un temps complet et demi. Ça bouge quelques trous, c'est bien, mais comme ils ne vont pas travailler jusqu'à 90 ans, ce n'est pas une solution pérenne. Mais je voulais surtout vous interpeller. Vous êtes le 3e ministre depuis 5 ans que j'interpelle ici sur le problème du démantèlement des hôpitaux de proximité.
Nous sommes une région de montagne et on refuse de nous appliquer la loi montagne. Nous sommes une région enneigée. La ville de Saint-Claude a un hôpital dont 5 services sont fermés, notamment la maternité, chirurgie avec hospitalisation, la pédiatrie et maintenant le laboratoire et la pharmacie. Alors la maternité, résultat, parce que les 3/4 des habitants du secteur, qui fait 60 000 habitants, eh bien, sont dans des villages. Je ne vais pas dire perdu, parce qu'on n'est jamais perdu, mais perché dans la neige avec 4 mois de neige l'hiver. Et maintenant, pour rejoindre la maternité de référence, c'est 2h30 de route. 2h30. Ce qui fait que nous en sommes à la 13e maman qui accouche au bord de la route, parce qu'elle ne peut pas arriver à la maternité, jusqu'au jour où la maman et le bébé seront perdus. Alors moi, je ne vais pas attendre qu'il y ait un mort. Avant de voir l'avenir en rose, j'aimerais bien qu'on arrête de démanteler ce qui existe. Alors ça fonctionnait. Oui, ce n'était pas parfait. Bien sûr, ce n'était pas parfait. Mais comme ce n'était pas parfait, ce n'était pas une nécessité de nous achever non plus. Et aujourd'hui, nous sommes revenus au Moyen-Âge. Et moi, je ne veux plus vivre au Moyen-Âge. Voilà. Je suis voisin de madame qui est intervenue tout à l'heure. Nous sommes de l'autre côté des Monts-Jura. C'est la même problématique. Alors, s'il vous plaît, réouvrez-nous les services qui ont été fermés. Aujourd'hui, on nous dit les services, on ne peut pas les rouvrir, on manque de personnel. On a versé des primes de départ aux infirmières. On les a fait partir en les payant. Et aujourd'hui, on nous dit on manque de monde. Mais c'est quoi ce bordel ? Et je termine. La fermeture du laboratoire fait qu'on nous a remplacé les laborantins par des automates. Les automates, le directeur de l'ERS m'a confirmé qu'il ne pouvait effectivement faire que 85% des examens. Et les 15% d'examens qui ne sont pas faits par les automates concernent les pathologies dont la prise en charge est la plus urgente, à savoir des maladies cardiovasculaires et les AVC. Et maintenant, au lieu d'avoir, on avait l'automate sur place, le laboratoire sur place, nous sommes obligés de prendre le flacon de sang et de l'emmener à 1h30 de route par hiver pour qu'il soit examiné. C'est une honte, excusez-moi. Monsieur le ministre, je souhaite aussi vous rencontrer pour parler. Je pousse un coup de gueule parce que je pense que c'est le moment, mais si nous pouvons revoir les choses tranquillement et calmement, je serai franchement heureux de vous expliquer ce que c'est qu'une zone de montagne enneigée pendant 4 mois l'hiver. Merci. Il y a beaucoup de questions, il nous reste 10 minutes. Si vous en êtes d'accord, monsieur le ministre, on fait peut-être une série de plus que 3, et ensuite vous répondez à tout, et on clôturera. Alors j'avais une main ici, une main là-bas, et une main là. Je ne pourrais pas donner malheureusement la parole à tout le monde, pardonnez-moi. Une question brève pour que le ministre puisse répondre. Bonjour, Alain Couchot, premier adjoint au maire de Mulhouse et médecin. Ma question porte sur l'attractivité. Sur le territoire de l'agglomération de Mulhouse, 82 médecins sont en âge de prendre leur retraite dans les 5 années qui viennent. Alors, les confrères et les habitants nous disent la ville n'en fait pas assez, il faut des écoles, des logements, des stationnements gratuits. L'agglomération travaille avec son agence d'attractivité. La collectivité européenne d'Alsace, qui a le rôle d'un département, met aussi en place l'attractivité, valorise le territoire et accompagne les syndicats d'internes. Et puis l'ARS nous dit, mais en Alsace, vous êtes relativement privilégiés, allez voir ce qui se passe dans les Vosges ou dans la Meuse. La question que je nous pose, c'est à quelle échelle doit-on organiser, non pas l'installation, puisqu'on sait que ça ne marche pas, mais cette attractivité, pour que cette sorte de course à l'échalote à l'attractivité des médecins ne devienne pas à terme un problème éthique pour se piquer les médecins entre les territoires. Je vous remercie. Encore 3 questions et je rends la parole au ministre avant la conclusion. Merci. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame les maires. Donc, Christine Schibler, je suis déléguée générale de la Fédération de l'hospitalisation privée. Donc, j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, les uns et les autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un problème de pénurie en ressources humaines qui est extrême, des difficultés d'accès aux soins et pourtant une mobilisation locale de tous. Et j'ai bien apprécié, monsieur le ministre, quand vous avez dit le temps est aux coalitions. C'est vrai qu'on a nécessité d'être agile, d'être réactif, de mobiliser en local, de faire confiance aux acteurs, de faire plus de contractualisation, moins de complexité réglementaire et législative, et de mobiliser tous les acteurs au service de la santé dans les territoires, puisqu'on n'est pas suffisamment, donc il est important qu'on se mobilise tous ensemble.
Partir de la demande, partir de la besoin. Donc les 1030 établissements privés que je représente sont là dans les territoires et répondront présents pour répondre à tous ces besoins. Ils sont déjà engagés aujourd'hui dans les cadres de leurs services d'urgence, dans les maternités, dans les CPTS, et demain sont capables de s'engager encore plus. Donc ma question porte sur une recommandation de la Cour des comptes qui a été faite dans son rapport Concurrence et complémentarité des établissements publics et privés, publié en octobre, dont je recommande la lecture à tous. Ce rapport, donc, constatant certainement, bien sûr, les besoins dans les territoires, le besoin de tous et de chacun, recommande qu'il y ait donc un service public de santé qui réunit l'ensemble des acteurs autour des missions, donc des missions d'accès à l'offre de soins, de permanence de soins, de réponse aux besoins des populations. Donc aujourd'hui, les établissements privés sont tout à fait d'accord et l'ont exprimé à plusieurs reprises d'aller au-delà des 122 services d'urgence, d'aller au-delà pour répondre aux besoins, de s'engager encore plus dans les missions, dans la permanence d'accès aux soins, avec même droit, même devoir, même égalité, mais même reconnaissance aussi. Et donc ça suppose aussi par l'obtention de moyens et de la reconnaissance de l'ensemble des professionnels de santé. Donc ma question, c'est brièvement, oui, c'est que pensez-vous, Monsieur le Ministre, de la recommandation du rapport de la Cour des comptes sur justement la coalition finalement de l'ensemble des acteurs de santé dans l'engagement d'un véritable service public de santé appuyé par les démocraties sanitaires de santé avec l'ensemble des élus qui sont représentés ici aujourd'hui. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Les deux dernières questions. Et voilà, le temps ensuite court très vite. Merci beaucoup. Annie Brasse-Denis, maire de Plouaret dans les Côtes-d'Armor, aux confins des hôpitaux de Lannion, de Guingamp et de Morlaix. Je voudrais attirer votre attention sur la perte de chance, une perte de chance avérée, puisqu'en fait, l'un des résidents de notre EHPAD est décédé suite à un refus de prise en charge de la part du SAMU 22, suite à un appel, parce qu'il était résident de l'EHPAD. Il a bien été secouru par les pompiers, avec un refus de prise en charge par le SAMU derrière. Il faisait une crise d'épilepsie. Comme il était sans doute mongolien, ça n'était pas si grave. Et donc, en fait, il a été hospitalisé par le médecin de ville. On est aussi dans un désert médical comme la plupart d'entre nous. Et en fait, la réponse était, eh bien, écoutez, vous avez une infirmière à l'EHPAD qui est capable de le prendre en charge. Nos EHPAD meurent d'absence de financement. Et en fait, c'est juste un scandale, Monsieur le Ministre. Et je voudrais que vous nous aidiez parce que, en fait, nos populations, elles ne comprennent pas cette absence de prise en charge. On est dans un pays sous-développé. Et là, merci. La dernière question, et je passerai la parole à Claire ensuite et au ministre. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur le ministre. Moi, je suis un modeste maire d'un petit village de 480 habitants de Dordogne. Et nous avons un hôpital psychiatrique sur le secteur, sinistré. Parce que, avec raison, vous avez mis de l'ordre dans le remplacement de médecins, parce que ça devenait des surenchères terribles. Mais ce qui fait que nous n'avons plus de médecins. Et l'ARS, dans sa grande largesse, a supprimé notre rapport avec la faculté de Bordeaux, nous a mis à la faculté de Limoges. Alors, pensez que les psychiatres à Bordeaux sont quand même beaucoup plus nombreux qu'à Limoges, ce qui fait que nous n'avons plus de remplacement. Notre hôpital ferme des lits aujourd'hui. Les malades se retrouvent en ville, dans nos petits villages, et c'est nous qui devons gérer les maires. Et ça, c'est national, je veux dire, nous on le vit, mais je le vis un peu partout. Moi, j'ai 40 ans de métier dans la psychiatrie. Jamais je n'ai vu une science de la médecine aussi sinistrée que celle-là. Aujourd'hui, nous avons des patients qui errent partout, sans soins. Et là, un jour, on le paiera. Merci. Donc merci en tout cas de vos témoignages et de vos questions. Donc, Monsieur le Ministre, je vous redonne la parole. Merci beaucoup et merci parce que c'est vraiment très utile, y compris d'avoir à la fois ce qui se passe de positif et à la fois la réalité de ce qui est vécu sur les territoires. Alors, comme il y a eu beaucoup de questions, je pourrais faire la technique classique de répondre qu'à celle où j'ai la réponse. Mais je vais essayer quand même d'être le plus loyal possible à ce qui a été dit. D'abord,
Premier point, c'est vrai qu'on est dans une situation où de toute façon on s'en sortira que par la transparence. La transparence, ça veut dire, par exemple, et je ne sais pas ce qu'il en est pour Saint-Claude, monsieur le maire, mais est-ce que à l'origine c'est une décision financière? Est-ce qu'à l'origine c'est une décision uniquement de démographie? Il y a quelques années, c'était encore à l'origine des décisions financières, et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas moi, je peux le dire, je ne validerai jamais la fermeture d'un service, ou a fortiori d'un hôpital, pour des raisons financières. Mais je n'en validerai jamais le fait de le laisser ouvert si je n'acceptais pas d'y envoyer un de mes 3 enfants se faire soigner. Voilà, c'est un peu rustique comme raisonnement, mais c'est le bien. Aujourd'hui, on forme 10 000 médecins par an, c'est-à-dire 3 fois plus qu'entre 93 et 95. Mais la réalité, pareil, c'est pas la peine de se raconter d'histoire. Le président de la République a décidé donc de supprimer le numerus clausus, mais vous le vivez tous. Les médecins aujourd'hui, pour la plupart, ils ne font pas du 7h, 21h et le week-end compris. Donc même avec cette création massive de nouveaux médecins, on n'aura pas du temps médical disponible de manière beaucoup plus importante. Dans le lot, il y a des spécialités, je réponds notamment à ce que vous disiez, monsieur le maire, à l'instant. Il y a des spécialités qui sont sinistrées, notamment la pédiatrie et la psychiatrie. Donc moi, et a fortiori la pédopsychiatrie. Dans la négociation qui s'est ouverte la semaine dernière entre l'assurance maladie et les médecins libéraux, je parle pour les libéraux, mais j'ai donné évidemment, et j'ai ouvert le principe de la revalorisation en priorité sur psychiatrie et pédiatrie. Deuxièmement, je l'ai dit au Parlement, je commence par la santé mentale parce que c'est un sujet que vous vivez au quotidien. Je sais, bon, moi j'ai été nommé le 20 juillet, mais le PLFSS pour l'an prochain, mais on va faire des mesures dès cette année, aura un angle beaucoup plus fort sur la santé mentale. On a des hôpitaux psychiatriques dans notre pays qui sont des hontes, enfin ça fait honte. Donc ça n'est pas possible d'accepter ça. Et par ailleurs, on a une situation globale de l'état de santé du pays, ou du poids de la santé somatique qui est beaucoup plus fort qu'avant. Je sais pas, je suis pas psy, je suis pas sociologue, donc je sais pas quelle est la part du Covid dans tout ça, mais il y a quelque chose qui est ressorti en partie. Donc on doit apprendre à graduer beaucoup plus. Par exemple, les infirmières de pratique avancée en psychiatrie, c'est un des trucs qui marche le mieux. On doit aller beaucoup plus fort là-dessus. On a une perspective de psychologue en pratique avancée en psychiatrie. On a la régulation dans les centres 15 que j'ai décidé de généraliser avec un infirmier psychiatrique dans chaque centre 15. Je ne dis pas, monsieur le maire, que ça règle le sujet, mais je dis que mon combat, c'est aussi celui de l'attractivité sur cette profession, la psychiatrie, et notamment parce qu'aujourd'hui, c'est un des endroits dans lesquels les innovations, parce qu'il y a aussi un retour dans le lien avec la neurologie, sont les plus forts. Donc après, mais c'est un peu ma réponse aussi au maire de Saint-Claude, je ne connais pas, monsieur le maire, la situation spécifique. Moi, je vous le dis aujourd'hui sous forme presque, si je puis dire, solennelle, et puis Aurore Berger est là, donc je ne veux pas bloquer la salle, mais il n'y aura pas, enfin, tant qu'on peut garder un service ouvert, on le garde ouvert. Je vous assure que bien souvent, on fait des choses qui sont même à la limite de ce qu'on devrait faire. On l'a fait par exemple pour tenir la maternité de Guingamp. On a fait vous étiez où, madame? Voilà. Oui, non, mais on l'a fait pour tenir pendant des années la maternité de Guingamp, notamment avec un régime d'autorisation entre deux. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas de fermeture pour des sujets financiers. Les sujets financiers, on les comprend. Après, moi, je n'ai aujourd'hui, si ce n'est un peu ce qu'a dit comme ouverture, ce que je vois, ce que je constate, c'est plusieurs choses. Les médecins ne s'installent que dans des endroits où ils sont passés déjà. Donc, notre premier défi,
c'est notamment avec les doyens, avec l'université, qu'ils aillent faire des stages dans tous les territoires. Et c'est là que je me sépare un peu de vous, parce que le fait d'avoir accroché la Dordogne à Limoges fait qu'y compris en termes de stage de médecins en médecine générale notamment, ça s'est amélioré par rapport à quand c'était Bordeaux, où la Dordogne était beaucoup plus loin. Mais peut-être que ça n'est pas vrai sur toutes les spécialités. Voilà, je prends le point. Ça, c'est le premier truc, parce qu'ils ne vont pas là. Deuxièmement, les médecins, ils ne viennent que s'ils ne viennent pas seuls. Donc c'est vrai que là, il y a un rôle où vous êtes en partie les ensembliers, mais pas que. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire les murs. Ils viennent s'ils peuvent partager leur pratique professionnelle avec d'autres professionnels de santé. Il y a des endroits complètement dingues. J'étais dans le Tarn, à Réalmont et Groslier, je crois. Voilà. Vous avez une maison de santé pluriprofessionnelle, vous avez une assistante médicale qui est évidemment financée par l'assurance maladie, qui vous prend les constantes, qui remplit votre dossier. Ensuite, une infirmière. L'infirmière, elle me dit, moi je passe pendant l'hiver 15 à 20% de mon temps à apprendre aux mamans à moucher leur bébé. Et si c'est un diabétique qui a le pied abîmé, ben je l'envoie plutôt chez le pédicure podologue. Il y a ensuite une infirmière de pratique avancée. Et après ça, il y a le médecin, si tout le monde a épuisé, si je puis dire, sa compétence. Encore une fois, je n'ai à ce stade, et c'est la question, en fait, est-ce que la régulation ou la coercition, quel que soit le terme, serait la solution? Honnêtement, moi, pour plein d'aspects, d'abord, ça me ferait passer des moments plus sereins au Parlement. Ça serait plus simple parce qu'on aurait dit on l'a fait. Si je pensais vraiment que la coercition ou la régulation, elle serait un moyen, je le ferais. Mais j'ai sous les yeux, enfin je le ferai, je le proposerai, je le défendrai. Mais on a sous les yeux tellement d'exemples. On était avec Jean-Michel Perret à l'hôpital d'Alès dans la nuit du 25 août, où ils s'étaient pas remis d'un médecin à qui on avait demandé de prendre une garde, qui avait dit du coup je me casse et je vais faire agriculteur. Il s'en était toujours pas remis. Aujourd'hui, il y a des vocations, mais il y a aussi des choix d'implantation, de localisation, de trucs qui ne répondent pas aux logiques qu'on a connues. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on soit capable de proposer tout de suite des exercices extrêmement différenciés. On peut être 2 jours en ville, à l'hôpital, etc. C'est plus compliqué à gérer. Mais la coercition, mais vous l'avez dit aussi, les médecins, ils sortent de leurs études, ils ont quel âge ils ont 30 et quelques années, ils ont généralement une vie, etc. C'est très compliqué à mettre. Moi, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de fuites et qu'à la fin, on en perdrait. Et autant il y a des endroits où ça passerait, je pense que ça passerait à Mitry-Mory, si vous voulez mon avis. Je pense que ça ne changerait rien à Saint-Claude. Voilà, et si ça changerait rien à Saint-Claude, d'une certaine manière, c'est que ça a foiré. Faut dire les choses comme ça. Je sais que je suis trop long. Je ne sais pas, madame, sur Ferney-Voltaire, donc je regarderai. Ce que je sais par contre, c'est que je vais demander à un parlementaire de prendre une mission, notamment sur les différences de rémunération, et notamment tous ces professionnels qu'on forme en France et qui se barrent immédiatement de l'autre côté. C'est vrai aussi dans le Grand Est, qui se barrent travailler en Suisse, au Luxembourg, en Allemagne, sujet majeur. Sur quel est le bon territoire, vous avez raison, parce qu'il y a quand même plein d'endroits où c'est, y compris entre élus, qu'on essaie de se piquer les professionnels avec un package pour la famille encore plus attractif. Moi, je pense que dans beaucoup d'endroits, la bonne échelle, c'est le conseil territorial de santé, c'est là où l'articulation avec les CPTS, c'est ça pour moi la bonne échelle, et y compris parce qu'ils peuvent être à des moments à cheval sur des départements. Vous avez raison, à mon sens, Mitry-Mory, le plus près, ça doit être non pas Aulnay et Robert Ballanger, mais l'hôpital de Montfermeil. C'est ça la revendication historique de pouvoir aller sur Montfermeil, qui est plus près. Et en fait, c'est là qu'il faut qu'on apprenne aussi à déroger à la règle. Et moi, je sais, quand j'étais DG d'ARS, je recevais ces courriers-là. Je n'ai jamais dérogé à la règle et c'était sans doute con. Donc, j'aurais dû le faire. Juste, je suis trop long.
Je ne crois pas, madame. Je sais bien que c'est. Moi, je pense que si. Enfin, plouf, plouf, ça serait con de finir par ça. Mais est-ce qu'on est un pays sous-développé? Pardon, madame. Bon, je vous pardon. Est-ce qu'on est un pays sous-développé? Il y a des endroits, et ce que vous citez comme territoire de la Bretagne, pour des raisons y compris qui sont... Il y a des géographies aujourd'hui, je vous le dis franchement, qu'on ne comprend plus. Il y a des endroits où c'est hyper attractif, des endroits où ça ne l'est pas, je ne sais pas pourquoi. Moi, je viendrai en Bretagne pour mieux comprendre, parce qu'on a plein d'hôpitaux qui souffrent, et... Ce que dit madame, c'est qu'il y a des sujets d'université et de fac de médecine pour savoir si c'est le sujet, ce sujet, il se traite par ailleurs avec les doyens, mais moi je pense que, pardon, je le dis, et c'est pas une réponse personnelle, mais à force de dire qu'on est un pays sous-développé, c'est pas ça le problème, mais que l'hôpital se casse la gueule ou qu'on est en train de trucs, mais en fait, ça donne pas très envie d'y aller. Je le dis juste comme ça. Je le dis, moi, c'est Gérard Larcher qui dit souvent ça. Il dit à l'hôpital de Rambouillet, depuis 10 ans, tous les samedis matins, il y a des mecs qui distribuent en disant l'hôpital de Rambouillet va fermer. L'ARS, cette folle alliée, veut le fermer. Du coup, quand vous avez ça tous les samedis matins, est-ce que vous inscrivez vous inscrivez pour accoucher à Rambouillet? Est-ce que vous allez faire votre chirurgie à Rambouillet? Ben, en fait, plutôt non, puisque c'est un hôpital sinistré. Donc il y a des moments où il faut qu'on bascule la confiance, et c'est mon job, et je suis bien d'accord, il y a plein d'endroits où on n'y est pas du tout à la confiance, parce qu'il y a un historique, encore une fois, que je connais pas forcément. Sur Christine Schibler évoquait le pacte. Oui, il y a des endroits, enfin oui, moi je suis vraiment, et je l'ai vécu pendant le Covid, convaincu que le privé et le public doivent encore plus travailler ensemble. On l'a vécu pendant l'été, où certains se sont secourus mutuellement par rapport aux services d'urgence, avec la contrepartie, parce que vous l'avez évoqué rapidement, Christine, mais la contrepartie que ce doivent être absolument les mêmes suggestions. Et pas voilà. Donc si sur ce deal-là, tout est possible. Mais l'hôpital public aujourd'hui, il a encore quelques suggestions supplémentaires par rapport à l'hospitalisation privée. Mais voilà. En tout cas, je voulais finir en disant que moi, c'est pour ça que je suis modeste et que je disais qu'il n'y a pas de déni. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on ne fera plus comme avant. D'abord parce que les médecins, ils veulent plus faire, c'est pas le même métier, y compris à l'hôpital. Vous avez aujourd'hui 14% de postes de chef de clinique assistant, qui sont donc le sommet de la hiérarchie quand on finit son internat, qui sont vacants. On a des postes de PUPH vacants. Ça veut dire que tout ce qu'on avait conçu comme étant le sommet de la hiérarchie, ça ne marche plus comme ça. Donc il faut qu'on comprenne, il faut qu'on s'adapte. Et moi, je vous le dis, sans baguette magique, mais ça c'était écrit dans le petit sous-titre de la table ronde, il faut qu'on s'adapte. Et en tout cas, on le sait, il va falloir qu'on soit le plus simple possible pour que les médecins, les professionnels de santé au sens large, viennent, s'installent. Mais on a aussi des atouts majeurs. On n'a pas de désert infirmier, on n'a pas de désert officinal dans ce pays. Et on a ces atouts, ce qui fait que quand même, on est toujours formidable et fragile, le système de santé. Moi, croyez à mon engagement pour que le formidable gagne un peu et le fragile se décale un peu, moins près du gouffre. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il y avait les deux qui coexistaient. C'est pas pour dire que ça s'appelle du en même temps, parce que je n'aurai pas de grand succès, mais c'est pour dire que à la fois, moi, mon job, c'est de faire émerger ce qui fonctionne, et c'est de venir en soutien, en secours, en appui sur les endroits où ça lâche. Et c'est le chantier de tous les jours. Et en tout cas, croyez sur notre engagement. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez pu répondre à beaucoup de questions.
Nous avons effectivement un petit peu dépassé notre temps. Alors pour la parfaite organisation, je crois que Monsieur le ministre va quitter notre séance de travail et l'autre forum va s'installer. Merci à tous et à toutes de votre participation.